Embarquement immédiat sur des bateaux dont les missions et la puissance dépassent nos imaginations. Des glaces du Québec à la chaleur étouffante d'un chantier coréen, en passant par les fureurs de la mer Bretonne, vous allez découvrir le quotidien de ces marins exceptionnels. Les femmes et les hommes que nous avons rencontrés à bord de ces machines hors normes nous ont montré qu'ils étaient prêts à tout pour en découdre avec les éléments. Notre voyage commence en Corée du Sud, sur l'île de Kogé. La ville tout entière est tournée vers Samsung Industries, c'est l'un des plus grands chantiers navals du monde. Après avoir traversé plusieurs océans, le Blue Marlin est enfin arrivé dans le port de la ville. Les responsables du chantier l'ont fait venir de l'autre bout du monde pour une opération très spéciale. Ce chantier naval, c'est une ville dans la ville. Tous les matins, 30 000 employés débarquent dans cette usine géante, où sont fabriqués 80 navires chaque année, soit plus d'un cargo par semaine. C'est le royaume de la démesure. C'est une longue semaine qui attend Yuri Ivanov, le superintendant du Blue Marlin. Yuri vit en Lettonie. Il est venu spécialement en Corée du Sud pour superviser les opérations qui se préparent. Yuri connaît parfaitement le Blue Marlin. Il a été son capitaine durant 15 ans. Aujourd'hui, le Blue Marlin est considéré comme le plus grand bateau submersible au monde. Sa coque mesure 65 mètres de large et 216 mètres de long. Aucun autre bateau ne peut faire ce qu'il fait. On a fait le même genre de boulot il y a quelques années avec une autre plateforme. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, je pense que cette année, on a un peu le même genre de boulot, mais je le sens bien, ça va bien se passer. Allez, on y va. Tiens, voilà Monsieur Kim. Bonjour Monsieur Kim, vous allez bien? Ah, je suis très content de vous voir. Très bien, excellent. Allez, au boulot maintenant. Revoici donc le Blue Marlin, ce navire incroyable. Sur le quai, juste à côté, sa cargaison. West Eminence est une plateforme pétrolière construite par les ouvriers coréens du chantier. Et c'est le Blue Marlin qui doit mettre à l'eau cette plateforme pour la première fois. Le Blue Marlin est le plus gros navire submersible du monde. Il est capable de transporter toutes sortes de cargaisons à travers tous les océans. Pour charger et décharger une cargaison, en la faisant glisser sur le pont arrière, il suffit au Blue Marlin de s'enfoncer dans l'eau grâce à un simple système de ballast d'eau de mer qui se remplissent et se vident en fonction du poids du chargement. Pendant ce temps, à la pointe de la Bretagne, une autre aventure commence. On dit souvent qu'à l'origine de tous les exploits, il y a souvent une histoire d'enfance. Mon père voulait que je fasse des études supérieures, et notamment des études de commerce. Moi, je voulais pas. Je voulais être marin. Donc, à 17 ans, pour bien lui signifier que je voulais être marin, j'ai fugué de la maison
Je laissais un petit mot sur mon oreiller, disant que voilà, je partais, je voulais être marin, que j'allais embarquer sur un cargo maltais. Charles Claden, l'un des marins les plus respectés en Bretagne, nous confie l'histoire de sa vie. Mon père, tout à fait affable et intelligemment, il me dit bon voilà, j'ai compris que tu voulais être marin, et tout, ça te plaît, vraiment c'est ce que tu veux faire. Je dis oui papa, tu vois bien, moi il n'est pas question, je reprenne mes études, je veux naviguer tout de suite et tout. Il me dit bah écoute voilà, je te mets le marche en main, moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, je veux que tu sois capitaine. Et capitaine Charles Claden, alias Carlos, l'est devenu. Et pas n'importe lequel, puisqu'il commande l'équipage du remorqueur de haute mer, le plus puissant de nos côtes. Nous sommes au mois de février, il est 6 h du matin. Une violente tempête se dirige vers les côtes françaises. L'Abeille Bourbon prend la mer. En passerelle, la concentration est à son maximum. On guette le moindre signal radio. Ouais, c'est bon, on peut dire qu'on vient de quitter le coffre avec la bascule des vents là, et on voit les capilles en profondeur. C'est le vent à basculer nord-ouest. Et là, on a 42 nœuds avec 54 nœuds en rafale. En principe, c'est prévu monter, donc ça va faire des vents de 120-130 km/h. Notre travail, en fait, c'est intervenir entre l'incident, ce qui va être un incident, et l'accident lui-même. L'accident, c'est un bateau qui a une avarie de structure, par exemple, ou des choses comme ça. Donc là on va essayer de le ramener quelque part et de voir comment on peut limiter les conséquences de l'accident. Et là, on vient d'entendre encore, bon, il y a encore du monde dehors, hein, donc c'est pour ça que la préfecture maritime nous maintient en alerte météo ici sur Ouessant. La tempête arrive en Bretagne, mais le temps paraît plus clément au Québec. Pendant les grands froids de l'hiver, le Saint-Laurent, l'un des plus longs fleuves du monde, est un territoire hostile, mais pas pour tout le monde. Certains le considèrent comme un vaste terrain de jeu. Dans sa maison au bord du fleuve, Lynn White sacrifie au rituel matinal. Avec toute la neige qui est tombée cette nuit et vu les températures en baisse, cette commandante de la garde côtière de Trois-Rivières sait que sa journée risque d'être chargée. Son Bosco Pierrot, lui, est déjà sur la route en direction du port de la ville, où un gros colis l'attend. Perchée sur un cargo, l'étrange machine arrive tout droit d'Angleterre où elle a été construite. Du sur-mesure pour les gardes-côtes canadiens. C'est pas un bateau. On est des marins, mais c'est pas un bateau. C'est une espèce d'hybride entre un avion et un bateau. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça rend des services extraordinaires. On va l'agrémenter à notre goût, on va la modifier à notre goût pour qu'elle soit agréable à travailler, qu'elle soit amicale avec nous autres, parce qu'elle va prendre une personnalité, ça va devenir une personne, cette machine-là. C'est impressionnant. On m'a dit tantôt, là, c'était fait en Angleterre, puis ça avait coûté 17 millions de dollars. Le gros insecte de métal fait ses premiers pas sur les glaces du Saint-Laurent. C'est un véhicule sur coussin d'air qui peut naviguer à plus de 50 nœuds. Il en existe moins d'une dizaine d'exemplaires dans le monde. Un peu plus tard, à la base de Trois-Rivières, Pierrot a rejoint son équipage sur le vieux Wabanaki.
Alors qu'il veille à la manœuvre, Lynn White est aux commandes. Le pilotage d'un tel engin est loin d'être aisé. C'est un peu comme conduire une voiture à pleine vitesse sur une patinoire. En glissant, le Wabanaki forme une vague. Et cette vague va déformer puis briser la couche de glace. On essaie de pousser la vague latéralement afin d'accroître la largeur du champ de glace qu'on peut casser. Puis la glace étant pas flexible, elle casse. Donc, dépendamment de la grosseur de la vague qu'on peut générer, c'est là que ça dépend l'épaisseur de glace qu'on peut casser avec la vague. Les mois d'été, les aéroglisseurs sont spécialisés dans le sauvetage, car ils peuvent se déplacer dans les eaux peu profondes. Pendant l'hiver, leur principale mission est de décrocher la glace des berges du Saint-Laurent, pour qu'elle s'évacue vers l'océan avec le courant. Les aéroglisseurs au niveau de la garde côtière sont tous nommés avec des noms indiens. Vous avez le Wabanaki, qui est le peuple du soleil levant, comme je disais. Vous avez le Sipumwin, qui est l'ours des rivières. Et vous allez avoir le Mamilosa, qui veut dire qu'il passe de l'eau à la berge sur l'eau. Ou l'inverse, il va falloir qu'on vérifie. On est en voiture. Le point magique de cet engin-là, c'est qu'il n'y a pas de tirant d'eau. Donc, on va dans des endroits où même une petite chaloupe ne va pas. J'avais un bon ami à Tadoussac qui était venu en éruption avec nous autres, qui disait « J'ai été élevé ici et je vois des endroits que j'ai jamais vus parce qu'on ne pouvait pas venir. C'était trop dangereux avec les marées. » Nous quittons l'univers blanc et glacial du Québec pour la moiteur de la Corée, où le Blue Marlin nous attend. Le chargement de la plateforme West Eminence se prépare depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas de place pour l'à peu près dans ce genre de boulot. La seule chose qui n'a pas été prévue, c'est la météo. Un retard dans la livraison se paye très cher. Des millions de dollars sont en jeu. Imperturbable, Monsieur Kim supervise le travail de ses ouvriers. Il pleut beaucoup, mais le travail continue, on doit respecter le planning du bateau et le programme de notre client. C'est très important. Tambour battant, les ouvriers installent les 300 câbles d'acier qui vont tirer la plateforme sur le Blue Marlin pour la faire glisser lentement du quai où elle a été construite vers le pont du bateau. Le chargement va durer 2 jours. Mark, l'Anglais qui a supervisé toute la construction de West Eminence, va inspecter sa plateforme de fond en comble. Tout va bien, Marc? Jusque-là, tout va bien. On cherche tout ce qu'on aurait pu laisser traîner et qui pourrait tomber pendant les manœuvres. Certaines pièces ici ont nécessité 20 mois de travail. C'est la dernière ligne droite, alors c'est pas le moment d'endommager quelque chose. Jamais trop prudent en effet quand on doit mettre à l'eau 30 000 tonnes d'acier et surtout plus de 500 millions de dollars, le prix de la plateforme.
La plateforme West Eminence est posée sur le sol, au bord du quai. On peut voir en dessous l'énorme Blue Marlin et la plateforme. On a construit des rails à travers le pont du bateau. Et demain matin, de bonne heure, avec un système de vérin hydraulique, on va commencer à tirer lentement la plateforme à travers le quai, puis à travers le pont du Blue Marlin. Blue Marlin est unique au monde. Aucun bateau ne peut faire ce qu'il fait. C'est le seul bateau en tout cas qui convient à notre travail. L'inspection n'a révélé aucun problème. Les ouvriers coréens vont pouvoir s'attaquer au chargement sur le bateau. Des tonnes d'acier vont se mettre en mouvement. Les 300 câbles sont reliés à d'énormes vérins hydrauliques. Des premières minutes de traction dépend le succès de la manœuvre. Et c'est là l'heure de vérité pour Mark et Yuri. Oui, non, en fait, ça commence juste à bouger des deux côtés de 15 mm. Ça va être impeccable. C'est une très bonne nouvelle. Au fur et à mesure de l'avancée de la plateforme, le Blue Marlin s'alourdit. Il doit donc s'alléger d'un poids équivalent. Yuri garde un œil sur la marée, une hauteur que le bateau doit compenser en permanence en vidant ou en remplissant ses ballasts, les réservoirs d'eau du bateau. Ici, l'amplitude de la marée est de 2,50 m. On doit rester à niveau en permanence quand on charge. Tout le temps du chargement, on doit compenser avec les ballasts pour que le bateau soit au même niveau que le quai. Là, par exemple, on mesure le niveau manuellement. C'est important, car les prédictions de marée ne sont que des prédictions. À chaque fois, on mesure donc la hauteur toutes les 10 minutes pour ne surtout pas rater la marée. L'énorme plateforme avance de 6 mètres par heure. La manœuvre va durer une bonne partie de la journée. Du côté de la mer d'Iroise, en Bretagne, la tempête fait toujours rage. Impossible pour l'équipage de l'Abeille Bourbon de rester à l'ancre plus longtemps à côté d'Ouessant, car le vent a tourné. Pas question de se faire drosser sur une falaise. L'Abeille doit être opérationnelle en cas d'alerte. Ici, pourquoi c'est un endroit dangereux? Parce qu'on a des vents qui vont venir de nord-ouest, de l'ouest sur Roy, et on voit que tous les vents vont pousser les bateaux vers la côte, quelle que soit la direction. C'est pour ça que c'est très dangereux. De plus, c'est des phénomènes de courant, un courant très fort. Alors quand on a des vents contre le courant, ici on aura un phénomène d'amplification des vagues. Carlos nous parle de vagues, mais on dirait plutôt des montagnes. Le courage de Charles Claden et de ses matelots n'est plus à démontrer. Cela fait des années qu'ensemble, ils affrontent des mers déchaînées pour aller porter secours aux navires en détresse.
Michel. Il est monté. Jean Romain, le second officier du bord et bras droit de Carlos, est l'une des plus jeunes recrues à bord. Mais il a déjà vécu des sauvetages mémorables. Quand on arrive, l'objectif c'est donc d'aller à l'avant du bateau avec les membres d'équipage qui seront mis à notre disposition pour nous aider pour passer la remorque le mieux possible. Après, l'équipage du navire en détresse, j'ai l'impression que quand ils nous voient arriver, un peu comme les sauveteurs parce qu'ils sont désemparés. Ça fait peut-être des fois déjà plusieurs heures qu'ils sont à la dérive dans du mauvais temps. Donc ils n'ont aucun moyen de contrôler leur navire. Ils peuvent rouler bord sur bord. C'est fatigant. Donc ils n'ont pas forcément le moral au top. Et je pense que de nous voir venir, c'est un peu un soulagement parce qu'ils se disent enfin on vient nous récupérer et nous prendre en main. Et on peut penser ça en tout cas. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est tout de suite confronté à l'activité, à l'opérationnel. Mais quelquefois, il peut y avoir des temps morts. Je pense à quand on avait fait l'Evolution, donc pareil, j'avais été rappelé, et puis sur l'Evolution, c'est un bateau chargé de produits chimiques, où les chimistes que l'on consulte à la cellule de crise de la préfecture maritime disent attention, il y a 3 chimistes qui nous disent il y a peut-être un risque d'explosion si le bateau s'échoue. Je commence à gamberger, je me dis si je reste comme ça, je suis foutu. Et je me suis souvenu un truc de mon grand-père qui disait un truc, il disait si t'as peur, les trucs de gamin, il faut que tu apprennes à marcher sur ta peur. Et bêtement, c'est comme dans un hôpital, je suis rentré en état catalytique pratiquement, et je me suis levé, puis j'ai commencé à marcher. Et en répétant, en ayant cette image dans la tête, marcher sur ma peur, marcher sur ma peur, marcher sur ma peur. Lors d'une intervention en haute mer, il y a bien sûr l'attrait de la prime obtenue pour le sauvetage d'un cargo ou d'un porte-container. Mais ce qui motive vraiment ces marins, c'est, disent-ils, le sens de la solidarité en mer. Retour sur le Saint-Laurent, au Canada, où les nuits sont très longues. Nous sommes bien au printemps, mais la couche de glace reste dense, jusqu'à 80 cm d'épaisseur par endroit. Le Martha Black sillonne cette partie du fleuve entre la ville de Trois-Rivières et Montréal. Ce brise-glace de la garde côtière canadienne et sa 50aine de membres d'équipage vient de passer l'hiver à ouvrir la voie navigable et à escorter les cargos. Le danger, c'est si un morceau de glace de rivage qui se dégagerait et qui viendrait à l'intérieur du chenal, ça serait la problématique qu'on peut rencontrer. Étant donné qu'on a des journées qui sont de plus en plus chaudes, d'ailleurs, on nous annonce de la pluie demain, il y a des risques que le niveau d'eau augmente et qu'il se crée des fissures au niveau de la glace. Fait que dans les prochains jours, surtout qu'ils annoncent des vents d'environ 20 nœuds, on risque d'être occupé un peu plus dans les prochains jours. Le Martha Black trace sa route. À cette époque de l'année, comme la plupart des brise-glaces, il fait partie du dispositif de déglaçage du fleuve. À aucun moment il ne peut s'écarter du chenal, à cause de son tirant d'eau. Il est 9 h du matin. Une femme quitte sa petite cabine sur ordre du commandant. Mireille Sanson est la première et l'unique femme pilote d'hélicoptère de la garde côtière canadienne. Alors, il y a beaucoup de glace qui se libère là, du lac, puis ils ont peur que ça bloque au pont. Alors, c'est pour ça qu'on va aller vers une vérification sur le lac Saint-Pierre, puis de voir là, si ça circule bien, dans la voie navigable. Lorsqu'elle part en mission de reconnaissance, Mireille est toujours accompagnée d'une observatrice des glaces, Lucie.
2 fois par jour, elle survole les zones critiques du Saint-Laurent. L'hélicoptère est le premier maillon de la chaîne du déglaçage. Les 2 femmes savent lire l'état de la glace d'après sa couleur. Elles scrutent les fissures et surtout préviennent les autorités dès qu'elles aperçoivent une plaque de glace à la dérive. Mireille est en contact permanent avec le Bureau des glaces situé sur les rives de la ville de Québec. Bien que recouvert de glace de décembre à avril, le Saint-Laurent demeure accessible toute l'année. 20 000 mouvements de navires y sont enregistrés. Ces hommes sont pour la plupart d'anciens commandants de brise-glace. Ils gèrent tout le trafic maritime et fluvial du Québec. Une possibilité de changement de route, là, faire passer la route un petit peu plus au nord. Éventuellement. Ouais. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est la circulation. La glace, il faut que ça bouge. Là. Ça veut dire qu'il faut que ça bouge avec le courant. Ça veut dire, à ce moment-là, de s'assurer que la glace circule librement dans le Chanail, parce que si on a un arrêt de glace, à ce moment-là, on fait un genre de barrage, puis les niveaux d'eau montent. Puis à ce moment-là, on peut avoir des inondations dans les riverains des villes, etc., etc. C'est ça le plus critique dans ce secteur-là. De l'autre côté de la planète, on s'agite à bord du Blue Marlin. Le bateau va appareiller dans quelques heures. Yuri vient d'être appelé car il y a un problème d'amarrage sur West Eminence. Les ouvriers ont travaillé toute la nuit pour fixer la plateforme au bateau. Elle est posée sur de simples cales en bois, mais le travail ne convient pas ni à Marc ni à Yuri. La cale que vous voyez là supporte toute la plateforme. Et il ne faut pas qu'elle bouge du haut vers le bas, surtout quand on sera en mer. Et puis, elle doit aussi empêcher l'effet de tangage sur le bateau. Tout est à refaire. Ça va prendre 1 minute. Il y a 4 positions à revoir. Si vous changez quelque chose, il faut nous en informer. Ne rien faire sans me le dire. Pas moins de 5 remorqueurs sont réquisitionnés pour la manœuvre de sortie du port de Kogé. Avec sa cargaison, le Blue Marlin mesure désormais près de 90 mètres de large. Pour le commandant Vladimir, cette manœuvre n'est pas si simple. Entre les quais et les cargos, le pilote et le commandant du Blue Marlin ont intérêt à bien viser. Ce n'est pas très habituel ce qu'on est en train de faire. D'habitude, on sort en marche avant, mais on n'a pas le choix. Les remorqueurs n'ont pas assez de place pour tourner autour du bateau avec notre cargaison. Je ne pense jamais au prix très élevé de la plateforme, ni au prix du bateau. Avant tout, c'est le prix de la vie humaine qui m'importe. On est actuellement 50 à bord. C'est ça ma première préoccupation, avec la sécurité du bateau et de la cargaison aussi, bien sûr. Pour mettre la plateforme à l'eau, le commandant a choisi une baie bien abritée et profonde, non loin de Kogé.
Les opérations de ballastage pour submerger le bateau ont commencé. Mais Yuri, lui, a quelques inquiétudes. Les prévisions annoncent de la houle. Avec le capitaine, on est un peu inquiet. On va surveiller ça toute la nuit. Pendant toute la nuit, le Blue Marlin va s'enfoncer doucement. Le pont du bateau est maintenant à 9 mètres sous la surface de la mer. Retour à Brest, le temps d'une accalmie. Derrière les remorquages de navires se cache toute une organisation. Direction donc l'un des lieux les plus secrets de la marine française. Nous nous faufilons dans un dédale de couloir en compagnie du capitaine de vaisseau Yves Poistec. Après quelques minutes de marche, nous entrons dans le centre névralgique du sauvetage en France. Ici, on ne cache pas son admiration pour l'équipage de l'Abeille Bourbon. Ce sont des marins absolument exceptionnels, endurcis, courageux, parce qu'ils affrontent quand même les conditions météo très très rudes. Et ils sont commandés par des commandants qui ont une science du sauvetage qui est assez rare. Le commandant, c'est comme l'OQO. Le commandant d'un navire, lui, veut retarder le plus possible le moment où il va prendre le remorqueur parce qu'il sait que ça va lui coûter de l'argent. Il devra en rendre compte à son armateur. Et donc pour ça, justement, le préfet maritime a les moyens d'agir. Il peut ordonner à un commandant de bateau de prendre la remorque parce que son bateau constitue un danger pour nos côtes, un danger immédiat. Le coup de vent va durer toute la nuit et on verra demain matin où on vous placera. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci, au revoir. Le rail d'Ouessant, territoire des marins de l'Abeille, est un véritable autoroute maritime. 150 navires y transitent par jour et pas des moindres. Porte-containers, pétroliers, chimiquiers. Il faut être absolument prêt en cas d'alerte. Alors, on s'entraîne, quelles que soient les conditions météorologiques. Le but, c'est d'être prêt quand il faut. Bon, ce qu'on préfère, c'est que rien ne se passe, comme tout le monde. Mais il est évident que le fait de s'entraîner, finalement, quand on se retrouve dans des conditions quelquefois qui peuvent être assez exceptionnelles, c'est déjà arrivé, ça permet déjà d'évacuer une grosse partie du stress puisqu'on revient au geste professionnel. La mer est toujours plus forte, il faut toujours avoir ça en tête, ce qui fait que on sait, par exemple, comment casser le bateau en une demi-heure. Ça, c'est sûr. Donc, dès qu'on va être en intervention, le but, c'est toujours de trouver la limite, le risque acceptable pour ne pas perdre de temps pour l'intervention, faire les choses, et en même temps, ne pas nous-mêmes avoir une avarie qui compromettrait l'ensemble de l'opération. Trouver la limite, marcher sur sa peur, et surtout réagir très très vite. Les sauveteurs de l'Abeille Bourbon savent que chaque scénario est différent et qu'au bout du filin, plusieurs vies sont souvent en jeu. C'est un moment où on est très très près du bateau en détresse. On peut être à une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres de son bulbe. Donc, c'est pas évident de viser non plus parce qu'il y a le vent, les bateaux qui bougent. Souvent, des fois, le bateau de détresse, il est très très haut par rapport à nous. Donc tout ça augmente la difficulté du tir de la roquette. Pendant que sur le pont, les hommes s'activent, d'autres marins sont aux aguets dans la salle des machines.
Nous sommes dans les cales, le ventre du remorqueur. Et la réussite d'une intervention dépend non seulement de l'expérience du commandant, mais aussi de la puissance des moteurs. Les mécaniciens savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. La passerelle, les machines sont parées. On voit bien donc les deux hélices donc, qui servent à la propulsion mais aussi à la manœuvre en remorquage. Et surtout, ce qu'on n'a pas sur d'autres navires, les deux propulseurs arrière ici, deux propulseurs d'étrave qui servent en fait à maintenir le bateau en position pendant la prise de remorque. Donc ça permet, on a 1200 chevaux sur chaque propulseur, donc x2 à l'avant, 800 chevaux à l'arrière. Donc au niveau maintien de la position du bateau, près du navire à assister, on a pratiquement ce qui se fait de mieux en positionnement. Et pourtant, malgré la fiabilité des machines, le danger est bien là, à quelques mètres seulement. Nous sommes le 18 janvier 2007. Le Napoli, dont la coque est fissurée, commence à tanguer dangereusement. Ça y est, c'est embarqué. Ouais, c'est bon. Plusieurs marins de l'Abeille sont élitreillés à bord du Napoli. J'avouerai que quand je suis arrivé en Super Frelon, on a été les premiers arrivés à bord. Quand je suis arrivé au-dessus, j'ai vu le bateau cassé. Le premier truc, ça a été de me dire on fait demi-tour, quoi. On reste pas là parce qu'on ne savait pas quoi faire. On voyait bien que le bateau allait casser, il y avait tempête, donc être à bord, c'était risqué. Mais bon, on est dans des métiers où il faut essayer de trouver, essayer de faire quelque chose, quoi. On est confronté à l'accident. Donc dans ce cas-là, essayer de trouver le moins mauvais compromis, je dirais, de ce qu'on peut faire. Donc, comme je dis toujours, dans ce type d'affaires, c'est une affaire qui ressemble à pas de chance, il faut y aller. Et il faut qu'on essaie de faire quelque chose, quoi. Oh le nanar, nom de Dieu, de nanar. La situation est toujours très dangereuse, malgré la prise de remorque. Et puis le câble finit par lâcher. Finalement, après plusieurs heures de combat, le Napoli est échoué sur une plage de Cornouailles en Angleterre. Ce genre d'opération ne laisse pas un très bon souvenir aux sauveteurs français et anglais. Le métier de sauveteur, c'est un métier de ruminant. C'est comme les vaches. C'est-à-dire qu'après chaque opération, on dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Il y a tellement de pression au moment de l'opération que forcément, derrière, il y a on fait un peu une crise de compensation, quoi. Derrière, il y a la trouille, la peur rétrospective qui est là, qui vient, il y a des tas de choses. Et ça, comment dire, on ne s'y habitue pas. Chaque opération, quelquefois, c'est des choses qui s'ajoutent. Ça, on ne s'y habitue pas. La seule chose qu'on apprend avec le temps, c'est que ça passe. Voilà. En attendant que le grain passe en Bretagne, nous retrouvons les gardes-côtes canadiens qui se préparent.
Mireille vient de se poser sur la base des aéroglisseurs. Le déglaçage du lac Saint-Pierre va commencer dans quelques minutes. Oui. L'aéroglisseur, quand ça casse tous les morceaux de glace du haut des airs, on voit que c'est comme un casse-tête. Là. Alors, il y a des milliers de morceaux là, qui se promènent. Alors, si on rejoignait tout ça, là, ça ferait comme un couvert de glace. Alors, c'est très beau à voir. Ça va être des conditions quand même assez précaires là, à surveiller là, parce que des fois, il y a des dangers. S'il y a des trop gros morceaux de glace qui ne sont pas assez cassés, nous, on les rapporte. Puis l'aéroglisseur retourne les briser en plus petits morceaux. Lorsque tu es au contrôle de l'aéroglisseur, il faut que tu sois conscient de tout ce qui est alentour. Trafic, les glaces, les vents, les gens sur la glace, parce qu'ici, ça peut arriver qu'un skidoo vienne voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est pas une très bonne idée, mais ça arrive. Donc, il faut être conscient de tout ce qui se passe alentour. Pendant des heures, les équipages des aéroglisseurs labourent les 300 km² du lac Saint-Pierre. Lors de ces opérations de déglaçage, l'équipage du Wabanaki se contente souvent d'un déjeuner rapide. Tu t'es trompé, hein? On n'en cause pas d'autres parce que... Viens, ben, encore de la haute gastronomie. Regarde dans ton bol, on va regarder la ligne. Sur un pont de bateau militaire, tu vas avoir 12 officiers, un commandant, 3 sous-commandants. Quand on est 6 ici pour manger, on est vraiment proches les uns des autres. On ne peut pas jouer à... On ne s'adresse pas au commandant, puis le commandant a sa cabine, sa salle à dîner, puis il n'y a pas de ça ici. Mais Lynn, c'est quand même le commandant, Lynn. Lynn, c'est le commandant, puis on sait que c'est le commandant. Comment Lynn, en tant que commandante, elle est plutôt sévère Elle me surveille. Non, mais c'est une personne qui est humaine. C'est une des premières, une des choses les plus importantes. Être marin, c'est être humain aussi. C'est le commandant qui décide, c'est le commandant qui décide. Mais c'est pas mettre après Dieu, surtout quand tu crois pas en Dieu. OK, puis, hey, je peux dire, je prends du fioul? Oui, on va prendre du fioul, parce qu'on va la rentrer dans le garage, la cocotte. Ah, pas vrai, la cocotte rentre à soir? Ouais. Bon. OK, moi je peux partir de là, puis je vais le quand même. De toute façon, je vais t'appeler Après 20 années de service, le vieux Wabanaki vient d'effectuer sa dernière mission sur les glaces du Saint-Laurent. Petit pincement au cœur ce soir pour la commandante Lynn White. C'est mon premier aéroglisseur. J'ai appris, je me suis fait les dents à bord. Donc, c'est certain que ça va faire un petit peu de peine de le voir partir. C'est un appareil qui est assez vieillot, mais c'est un bon cheval de travail. Et puis, avec un petit peu d'entretien, il va encore servir plusieurs années, je suis certaine. Dans quelques semaines, le Wabanaki quittera les glaces du Saint-Laurent pour une destination lointaine. Avec un nouvel équipage, il devrait poursuivre ses missions de sauvetage et finir ses vieux jours dans les marécages de l'océan Indien. Cap désormais vers la Corée du Sud. Le Blue Marlin est en passe de terminer sa mission. La submersion du bateau a duré 13 heures. Pour l'instant, le Blue Marlin pèse 120 000 tonnes. Pour finir le ballastage, on va encore remplir 10 000 tonnes d'eau. Si on continue à pomper à cette vitesse, on aura fini dans 1 heure et on aura atteint la position finale de notre travail. Yuri est maintenant à bord de la plateforme. Et c'est lui qui va donner le feu vert. La tension est au maximum.
Let's go. Ok, merci beaucoup, monsieur Kim. Et bonne chance pour le remorquage. Mission accomplie pour l'équipage du Blue Marlin. L'opération, cette fois, s'est passée en douceur. Ça va peut-être me prendre un jour ou deux pour bien dormir. T'en rêves avant, tu rêves encore après. Ouais, c'est une grosse émotion. Juste un gros soulagement. Merci en tout cas. Ok, c'est bon. C'est donc au large de la Corée du Sud que notre voyage au pays de la démesure s'achève. Les marins que nous avons rencontrés sur ces bateaux insolites ressemblent à des héros des temps modernes. Leur secret ? Du sang-froid, un peu de courage et surtout une bonne dose d'humilité.